Je crois vraiment qu'on est de retour pour un nouvel épisode du Street Show. Bienvenue tout le monde. Malika, c'est notre invitée aujourd'hui. Elle était maman à 19 ans, elle cartonne sur les réseaux, elle sera avec nous. Dans un instant, Happy Crystal, elle est casteuse, elle va nous raconter son métier. Donc on l'accueillera également dans un instant 4 streeters avec nous aujourd'hui. Eugénie, Sylvain, Lucas et puis tiens, un nouveau Aaron. Salut Aaron. Chanté. Allez, c'est chaud, c'est parti. Merci. Oui, donc un nouveau, effectivement. Aaron, On peut l'applaudir. On peut l'applaudir. Tu es là en express, en début. Tu vas rester un petit peu avec nous en ce début d'émission pour le start game et puis pour également débattre avec Lucas dans un instant, notamment sur un sujet. Ouais. Toi, tu es journaliste, c'est ça? Raconte-nous en quelques mots ta vie. Quelques mots, ça va être dur de résumer, mais je vais essayer de faire bien. Alors effectivement, je suis journaliste télé et j'ai aussi mon propre média que j'ai lancé sur les réseaux sociaux. Et en fait, les concurrents du Street Show, enfoiré. Non, c'est autre chose, c'est intimiste. Et en fait, donc j'aborde plein de sujets différents, de témoignages. Ça s'appelle Tempo Off sur les réseaux. Et je gère un peu tout seul. Voilà. Et j'ai fait aussi d'autres chroniques un peu partout. Voilà, donc on sera peut-être amené à revenir, nous voir. T'as besoin de main d'œuvre ou pas? T'es tout seul? Non, ça ira? Ça va, je suis bien tout seul. Parce que Sylvain, il cherche du travail. Depuis que Question pour un champion ne fait plus d'audience. Pardon? Ça tacle. Ça tacle. C'est la vérité, depuis le nouvel animateur, on va pas se mentir, les scores ont baissé. Ouais. Ah, c'est vrai? Pas du tout. Oh C'est pas les ouais. que j'ai eu. Pas du tout. Moi, je croyais que ça marchait bien. Moi, j'aime bien la nouvelle version. bien. Enfin, nouvelle, ça fait longtemps maintenant, c'est plus une nouvelle version, Oui, c'est non, depuis c'est 2015. 2016. 2016, ouais, début 2016. Et Non, bizarrement, ça depuis marche 2016, il cherche du travail. Ouais. Donc, En 2016, j'étais pas né. On parle de quoi, Sylvain, avec Alors, on va toi? parler du Titanic qui fête ses 25 ans. Ah oui, très bien. Oui, non, pardon. Tu es d'humeur. Je suis d'humeur féline aujourd'hui. Ah, intéressant. Et puis Lucas, donc un sujet, comme d'habitude, je fais des actualités. effectivement, aujourd'hui, je vais vous parler de ce qu'a mis en place le gouvernement, le projet Grand Froid pour les SDF. Donc, on va en parler dans un instant dans le Street Show. Carrément. Et tout de suite, c'est le Star Game. Vous êtes 4, donc vous jouez chacun l'un pour l'autre. Donc Aaron, c'est le premier qui répond aux questions, il faut être rapide. Attention. Le Star Game, c'est des questions d'actualité. Ok. Tiens, sur France 3, on parlait de France 3 il y a quelques secondes, la question par question. Qui présente Duel dans la famille? Cyril Ferraud. Oh, mais oui, mais. Normal, il les croise dans les coulisses. Oui, Alors, mais, pour anecdote, c'est pas que je croise dans les coulisses, c'est que c'est tourné au même endroit que Question pour un champion. C'est-à-dire bah que voilà. quand la session de Question pour un champion est mais bon, terminée, après, il monte le décor. si vous avez une culture télé, vous pouvez le savoir. C'est pas aussi. de mon âge aussi. Mais c'est clair. Non, mais On c'est n'est pas toujours la comme ça. Mais on n'est pas la cible. Oui, La dernière fois, il posait des questions de 1980. Vous êtes des pros, vous êtes des professionnels des médias. Quel chanteur malheureusement a dû stopper sa tournée en 2022 pour maladie et va remonter sur scène en Céline 2023? Mais oui. Florent Pagny, 2-0, il est fort. Aussi. Mais Céline Dion aussi. Non, il va monter sur 2022. Non, j'ai dit quel chanteur déjà, pas quelle chanteuse. Oui, Bon. bon, Non, c'est c'est Dion, inclusif. elle n'est pas montée en 2022. Elle devait reprendre en début 2023 et ça a été repoussé au fin Regarde, 2023. Exactement. Faut lire un Bon, peu. Eugénie, c'est pas Ouais. grave. Donc il est fort ce Sylvain. T'as vu? Je trouve que c'est le plus intelligent de tous. Oui. Toi, tu changes d'avis comme deux chemises. Oui, je vais dans le sens du vent. Sous le vent. Si tu crois que c'est fini. Jamais. Quelle équipe. Et qui anime la fin d'après-midi sur la radio Énergie? Oh là là. Coé. Ah, Ouais, Cash. Koé, bien joué, joli. Ah ouais. T'as dit Oui. quoi? J'ai dit Cash. Non, c'est plus Cash. Non, il Non, est c'est plus là. Koé. Il est plus là. Et moi, je travaille pas chez Énergie. Ah, bravo. Bah, t'es bon, t'es deux. Bah, tiens, Lucas, allez hop, t'as le dernier point. C'est comme Sylvain qui gagne, mais on va parler avec toi. Bah, tu vas voir. Combien y a-t-il de 100 domiciles fixes à Paris, selon vous? À Paris. À Paris. Vous direz Beaucoup. combien? Juste à Paris, en Ile-de-France. À Paris. Je parle de la ville de Paris. 1 million? Non, pas 1 million. Attends, il y a- 1 million. il y a- Non, On exagère un peu. Je crois qu'on est plus que ça. Je crois que c'est. Je crois, il me semble. Donc, combien y a-t-il de SDF dans Paris? Allez, 100 100 000. 30 000. 50 000, allez. Il y a plus de 2000 personnes qui dorment dehors. Oh, donc on est loin des 1 million, Non, quand on est même. On est très très loin. Mais 2000, ça reste quand même énorme. C'est hein. énorme. c'est Sur oui, Paris, juste hein. Paris, On parle oui. pas de l'Île-de-France, on parle de Ok, Paris. juste Ouais. 2000 personnes chaque jour dorment dehors, c'est une estimation qui a été faite. Et en fait, le gouvernement a mis en place, il y a quelques mois, le projet du Grand Froid. Est-ce que vous savez en quoi consiste ce projet-là?
Alors, C'est pas, par exemple, des gens qui vont à la rencontre des SDF et qui leur proposent d'aller dormir quelque part au chaud, non, non, c'est pas ça. Le projet du Grand Froid, en fait, c'est le gouvernement qui a mis ça en place. Alors, ça existe depuis des années, mais là, cette année-là, c'est encore plus d'actualité parce qu'on se rend compte qu'il fait de plus en plus froid à cause ou grâce du réchauffement climatique. Et on a en fait des gymnases. En fait, la mairie de Paris met en place des lieux pour les sans-abri, comme par exemple des gymnases ou des écoles qui, le soir, sont privatisées pour les sans-domicile fixe. Ah oui. Donc voilà, ça c'est le projet du Grand Froid. C'est uniquement, comme son nom l'indique, dans les périodes de grand froid, parce que quand il fait chaud, on peut quand même rester... Enfin, je veux dire, c'est pas pareil que le froid, la chaleur. Donc je trouve que c'est un très beau projet qui a été mis en place. Mais il y a encore des incohérences. Comme par exemple, je prends l'exemple d'une SDF qui s'appelle Héloïse, qui dort à Châtelet, en face d'une boutique qui, depuis plus de 2 ans, est fermée. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une boutique où il n'y a rien à l'intérieur, et c'est une boutique de 300 mètres carrés. D'accord ? Et elle dort depuis des années face à cette boutique. Et on se rend compte que la mairie de Paris met en place ces choses-là, mais il y a encore c'est-à-dire qu'il y a un pourcentage qui a été fait. Donc les centres, c'est-à-dire les lieux qui sont privatisés comme des gymnases, des écoles ou alors même des commerces, certaines fois, sont mis en place par le gouvernement, mais il y a quand même plus de 150 personnes dans chaque lieu environ qui restent toujours sur liste d'attente. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire rentrer tout le monde. Et on pourrait aller beaucoup plus loin, comme par exemple Héloïse, la SDF à Châtelet, qui vit face à ce grand commerce de 300 mètres carrés. Tous les jours, ça doit être frustrant de voir cet espace qui n'est pas utilisé et qui apparemment ne sera pas utilisé, parce que ça fait plus de 3 ans de toute manière que cette boutique est fermée. Et on se rend compte qu'on pourrait faire encore plus pour ces sans domicile fixe. Qu'est-ce que vous en pensez aujourd'hui de tout ça Ça, on sait d'attendre depuis longtemps qu'on veut faire plus. C'est ça, on pourra toujours faire plus. Ouais. Mais là, le problème, c'est comment on va trier ceux qu'on accueille, ceux qu'on refuse. Il y a le 115 aussi qui fait ce gros travail-là, qui réceptionne tous les appels des gens qui n'ont pas de domicile. Donc le 115, en fait, c'est un numéro d'urgence qui a été mis en place. Il y a beaucoup de personnes d'ailleurs qui pensent que le 115, c'est le SAMU. Pas du tout. Ah ouais, je l'ai dit, moi-même, je l'ai dit. Mais moi aussi, je pensais. Je l'ai dit à l'antenne l'autre fois. Mais moi aussi. Alors que le 115, ça n'a rien à voir. C'est vraiment pour les personnes qui n'ont plus de domicile ou alors qui vivent des violences conjugales. Par exemple, des femmes qui se retrouvent en danger. Elles peuvent appeler le 115 parce qu'elles sont victimes de violences conjugales. Et d'ailleurs, une petite anecdote. C'est pas une anecdote d'ailleurs, non, c'est la réalité. Une femme, sachez aujourd'hui qu'une femme de violence, une femme qui est victime, de violences conjugales est prioritaire à une femme avec un enfant dans la rue. Est-ce que vous le savez ça ? Non. Est-ce que vous trouvez ça normal ? Je répète, alors attention, la violence conjugale, j'ai fait des chroniques là-dessus, c'est quelque chose qui est très grave et qui est, je suis très militant là-dessus, il n'y a pas de débat. Vous savez très bien que je suis très militant là-dessus. Mais entre une femme qui a un enfant, même un bébé, et une femme qui est victime de violence conjugale, aujourd'hui, quand vous appelez le 115 met en priorité la femme qui est victime de violence, parce qu'ils estiment qu'elle est en danger. Mais vous vous rendez compte qu'elle passe quand même avant une femme avec un enfant. Oui, il y a des problèmes administratifs français qui sont que tu touches à du judiciaire, certainement, quand il y a une femme qui a des violences conjugales. Alors que quand c'est une femme qui est dans la rue avec un enfant, il n'y a peut-être aucune plainte et rien du tout. Donc forcément, elle va passer après. Oui, pour l'enfant, je veux dire... D'accord, mais on revient dans des problèmes franco-français. Bien sûr. De cases. Quoi. Mais regarde, imagine tu as un enfant, excuse-moi, mais imagine tu as un enfant, tu dors, par exemple, toi, tu as un enfant, tu dors avec ton enfant. Ton enfant, il est scolarisé, mais comment il fait, ne serait-ce que pour dormir, pour manger ou truc. Après, comme on ça, sait très bien qu'en France, l'urgence aussi, faut le dire, le principe de l'urgence, c'est de casser les règles. Ouais. On est d'accord. Normalement, oui. Voilà, mais c'est pas toujours le cas. Comme là, face à ce problème-là, moi je trouve que... Il faut préciser aussi aux gens que le 115, tous les jours, tu repars de zéro. C'est-à-dire que, tu m'arrêtes si je me trompe, mais tu appelles une fois, et tu dois appeler tous les jours pour avoir. Oui, c'est vrai que tu dois appeler tous les jours, mais par contre, il y a quand même un dossier, c'est-à-dire que à chaque fois qu'on appelle. T'as un dossier ou t'as pas de dossier ? Parce que si t'as un dossier, théoriquement, t'as pas de priorité, ça comment dire ? Non, pas du tout. Elle dit vrai et je dis vrai en même temps. Je vais vous expliquer. En fait, il n'y a pas. C'est-à-dire qu'il faut tout le temps rappeler pour se loger chaque soir. Mais en revanche, tout est noté. C'est-à-dire que quand le 115 vous met à disposition un hôtel d'hébergement ou un gymnase ou une école, c'est noté dans votre dossier que tel jour vous avez été hébergé dans tel endroit. Mais effectivement, il faut rappeler chaque jour pour se reloger. C'est pour une seule nuit alors ? Non, alors ça dépend des cas. Une famille, par exemple, va être logée pendant 1 mois. Une femme, peut-être, on va lui laisser 1 semaine. Ça dépend des cas. Et c'est au cas par cas, en fait. C'est au cas par cas, le 115. Ça peut être une seule nuit. Après, voilà. Et du coup, rappeler à chaque fois pour être réhébergé. Exactement. Tu fais la queue dehors et tout. Voilà, donc le gouvernement ne fait quand même pas rien pour les sans-abri, mais je pense qu'on pourrait faire 2 à 4 fois plus, comme l'exemple d'Héloïse qui vit, elle était en pleurs
Moi, je l'ai rencontré d'ailleurs, oui. Mais il n'y avait pas un truc justement là-dessus où à Paris, ils voulaient taxer les logements vides. Tu sais, les gens qui faisaient des investissements et qui achetaient des immeubles entiers. Ouais, c'est une proposition de loi qui a été faite, mais qui n'a jamais abouti. Ah, bon, c'est un peu dommage. Ouais, c'est dommage, oui. C'est un peu dommage. Combien d'appartements à Paris sont vides? C'est-à-dire qu'il faudrait dire soit il y en a beaucoup. Ces taxes, soit vous les ouvrez. Non mais attends, moi en plus j'avais entendu il y a quelques mois de cela que les stations de métro fermées, ils voulaient pareil les ouvrir pour héberger des SDF. j'avais lu ça il y a un moment de cela. Ça c'est déjà fait ça. Des stations de métro désaffectées. Non, alors sachez que moi j'ai une connaissance très proche de moi qui travaille à la RATP et il y a des SDF habitués du métro. En fait chaque soir ils dorment dans le métro ferme, donc ils sont enfermés dans le métro, mais la RATP laisse à ces SDF. Voilà, exactement. Surtout en période de grand froid. Après, il faut être un peu humain aussi. C'est normal, on ne va pas leur dire de sortir. Après, c'est ça, tu peux faire plus, comme tu disais, mais ce qu'on disait avec Aaron, où est-ce qu'on les loge aussi, c'est ça. Mais il y a la place. Il y a la place. Oui, mais il y a aussi beaucoup de... Est-ce que ça va correspondre à tous les gens qui sont... tu vois... Je pense qu'aujourd'hui, on est dans une société où c'est un peu de l'hypocrisie quand on met à disposition un gymnase. On trouve ça exceptionnel alors qu'il n'y a rien d'exceptionnel. Ce qui serait intéressant, ça serait de baisser le loyer à Paris aussi. Mais ça peut se rajouter. Ouais, mais ça, c'est un autre problème. Bah si, parce qu'il y a des gens aussi qui ne se logent pas parce qu'ils n'ont pas de quoi... Eh ben, vous allez en banlieue, les gars. Moi, j'habite en banlieue. Tous les matins, je mets 1 heure de transport parce que j'ai pas les moyens de... Enfin, j'ai les moyens, mais je veux dire, je ne préfère pas un peu plus mais tout le monde raisonne pas comme toi, c'est ça que je veux dire. Ah oui. Toi, t'as raison. Je te donne raison. Mais après, quand on peut pas, on peut pas. C'est comme quand t'as pas l'argent. Qu'est-ce que t'as rigolé? Bien sûr, tu vas pas. T'aimerais pas l'habiller Habiller. Non, moi j'habite dans le 15e, voilà. Tu veux pas les t'habiller? Le 15e, c'est classe. C'est vrai, effectivement, excuse-nous. Et pour revenir au SDF, juste moi, je connaissais quelqu'un qui faisait les maraudes et qui disait que l'été même, il y avait beaucoup de problèmes parce que souvent on donne de l'argent au SDF ou de la nourriture l'hiver et l'été, on leur donne rien. Et du coup, il y en a pas mal aussi qui souffrent de la soif. De l'été. Ouais. Alors ça c'est pas vrai parce qu'il y a plein d'assauts, tu sais, justement indépendantes qui vont comme ça aussi l'été donner beaucoup d'eau fraîche aux SDF dehors. Ah ouais. Ouais. J'en connais aussi certains du coup, donc qui font ça l'été aussi. Moi, il y a quelque chose quand même qui me met mal au cœur, c'est quand on veut aider des SDF et que ces derniers ne veulent aucune aide. Oui, ouais. Ça aussi, c'est déjà arrivé. C'est un autre problème. C'est un problème, mais ça, il faut aussi se mettre à leur place. C'est-à-dire que eux, si tu veux, ils n'ont pas été éduqués socialement, ou du moins ils ont oublié leur éducation, vu que ça fait des années qu'ils sont dehors. Donc en fait, quand toi tu vas les voir, ils vont peut-être d'abord avoir peur de toi. Donc en fait, leur seul moyen de se protéger, c'est de te crier dessus, de dire je veux pas ton sandwich. Mais en vrai, au fond, ils souffrent d'une solitude profonde. Et vous savez que vous avez des gens au 115. Moi, ma propre maman travaille au 115, donc c'est pour ça qu'elle me raconte beaucoup de choses. Mais vous savez que vous avez des gens qui étaient avocats, il y en a qui étaient kinésithérapeutes et qui se retrouvent à la rue. Ça peut arriver à tout le monde. On se rend pas compte parce que quand on passe dans le métro et on voit un SDF, automatiquement, et c'est humain, je suis le premier à le faire et je l'assume, je porte un jugement. Alors que c'est des gens comme nous on peut se retrouver du jour au lendemain demain à la rue. Il y a un super film comme ça. On peut perdre sa famille et se retrouver à la rue. Ça peut arriver. Il y a un super film comme ça qui date de 1990, un film de Gérard Jugnot. Je sais pas si tu l'as vu. Oui. Une époque formidable avec Tiki Olgado. Excellent. Il est bien. Avec Tiki Olgado, Richard Bohringer notamment, Victoria Abril. Je vous invite même chez vous à le regarder. Merci Lucas d'avoir lancé Merci à vous. D'avoir lancé un bête de débat. Aaron, merci de passer nous voir. Et avec plaisir. Je te dis à bientôt. À bientôt. Et puis on va accueillir Malika. Bonjour Malika. Alors Malika, on peut dire que tu es une influenceuse, une star des réseaux, une jeune maman également, donc on le disait. Tu as été maman à 19 ans, tu as participé également à des télés, donc des téléréalités, notamment L'île de la Tentation, on t'a demandé en mariage. Voilà. Ouais, bravo. La villa des cœurs brisés également. C'était quelle année la villa des cœurs brisés C'était avant le mariage, évidemment. Ouais, c'est mieux. Mais elle est vieille cette émission maintenant, la villa des cœurs brisés. C'était il y a 6 ans. Est-ce que c'était avec Julien Guirado? À chaque fois, je posais la question. Non, il y avait Raphaël à l'époque. Ah oui, je l'ai vu. Il y avait Beverly. Ah oui, je l'ai vu. Il y avait Julien Bert aussi. Non, oui, parce que j'avais fait un date avec lui. Ah bah tu vois. Il était là. Mais Lucas a dit qu'il croyait. T'as dit qu'il n'était pas là. Je sais pas, mais je dis qu'il était très beau sans doute. Ah oui, t'as dit ça. Oui, il était là. Oui, c'était en 2018. Ah oui, c'est ça. Je m'en rappelle. Si, 2017. 2017, pardon. 2017. Autant pour moi. 2017. Je me rappelle de cette version. J'étais à Loche à l'époque. C'est la seule fois que Raphaël il l'avait fait, je crois. Ouais. Il connaissait pas Tiffany, mais il est plus avec Tiffany d'ailleurs. Ah, je sais pas. Mais tu sais tout, toi, hein? Mais je m'instruis. Je lui ai demandé d'être cultivé. Mais on est cultivé. D'ailleurs, j'ai une question. Radio, c'est le concierge de la télé. C'est truqué.
Allez, bam. On vous demande de surjouer. Lucas, il parle Moi, je vais cash. Moi, je vais être cash avec toi. Avec très vous, bien. d'ailleurs. Alors, ce n'est pas truqué. Maintenant, on va vous guider. Mais oui. C'est D'accord. pareil. Donc ça veut dire que moi je vais te donner mon expérience à moi personnelle quand j'ai fait l'île de la Tentation, parce que la villa c'était très court. L'île de la Tentation, donc mon fiancé était dans l'autre maison, moi j'étais dans une avec 10 mecs et donc on était 5 nanas. Et le matin, le producteur il vient me voir et un des matins, donc le lendemain ou le surlendemain, je sais plus, et il me vient me voir et il me dit ouais c'est bon, faut y aller là, rends-le jaloux, fais-le péter un câble. J'ai dit je suis pas là pour ça. Hein. En fait, donc non, je le ferai pas. Voilà. Donc après, tu as le choix de faire ou non. Bien sûr. Tu fais ce que tu veux. On ne met pas un couteau sur la gorge. Hein. Oui, bien C'est sûr. pas ton caractère et tes principes. Moi, je parle en tant que producteur. C'est normal qu'une production veuille du contenu intéressant pour que les téléspectateurs se régalent. C'est un divertissement, la télé-réalité. Voilà. Après, oui, on peut parler de trucage ou pas. Moi, je pense pas que. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. Moi, ce qui m'intéresse toujours, c'est de savoir comment ça se passe en dehors des caméras, quand ça s'arrête. Est-ce que les gens ils sont toujours enjaillés dans les villas? Est-ce qu'ils sont... Alors, nous, on était quand même filmés tout le temps. Ouais. En fait, c'était de 11h du matin jusqu'à 4-5h. Mais il faut savoir que, en fait, il y a des petits clans. On n'est pas tout le temps ensemble, c'est pas tout le temps le feu, parce que tout le monde veut son moment, son passage. Donc, c'est un peu... c'est pas vraiment naturel. Mais vous n'avez pas les téléphones hein, dans le show? Non, pas de téléphone. Ça. Mais je veux reformuler ce qu'a dit Raju. En fait, non mais par exemple, Parce que vu que non, la question était... non, si. Le traducteur. Non. Bon, le traducteur, pas de poser de questions. Il dit quand ça filme pas, mais à la fin de l'émission, est-ce que vous êtes comme ça super potes ou est-ce qu'à la fin de l'émission quand ça termine? Ouais, quand ça termine. Ah non, pas du tout. Pas du tout. Vous partez, Moi, je pensais, mais pas du tout. Non. d'accord. Je me suis fait défoncer sur les réseaux par une nana qui pour moi, c'était ma petite sœur. Ah ouais? Ah ouais, pas du tout. Tout le monde veut son Mais quand il y moment de a gloire. genre de la drague entre deux candidats, est-ce que ça continue hors caméra pour avancer Non, ou non, pas ça forcément. Ou des fois ça s'arrête, Non. fin de la prise, chacun dans sa chambre. Après, je vais te dire, nous, c'était une émission quand même assez particulière. Hein, les gens, ils sont là pour tenter. Donc, quand t'as 10 mecs sur toi, tu peux tenter. Oui. Bon, ils sont tentation, capables elle est de là. tout faire. tenté. Voilà. Donc, c'est pas facile, mais après, chacun est libre de. Parce que je sais que c'est arrivé dans des saisons, je ne sais pas, les candidats dans Les Anges, où on voyait deux candidats en train de se séduire, tout ça, et hors caméra, des trucs qu'on voyait pas du tout hors caméra. Non, c'est-à-dire que c'est encore un autre qui était avec la fille, mais on ne le voyait pas du tout à l'écran. Ah, oui, voilà. Et au final, ça se fait pas entre les deux premiers candidats que je vous ai dit, parce que lui, il savait qu'avec eux. Mais à l'écran, ça se voyait pas du tout qu'il y avait un bail entre les deux. C'est vraiment la concierge de la télé-réalité. Et surtout que c'est un candidat qu'on a. En plus, je ne vais pas dire le nom des candidats, ça sert à rien. Surtout qu'on l'a cité tout à l'heure. Donc, oui, donc maman a 19 ans. Oui. Donc, justement, par rapport à ça, qu'est-ce que tu voulais nous en parler Alors voilà, moi je voulais expliquer un petit peu mon petit parcours de vie, parce que j'ai un parcours assez atypique. Donc j'ai eu un enfant à 19 ans, avec une personne qui était très violente, que ce soit psychologiquement ou physique. Par la suite de ça, je sais qu'en ayant 19 ans, donc jeune, on connaît rien de la vie. Moi, je pensais tout connaître de la vie, mais la vie m'a montré le contraire. Et je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont qui ont vécu la même chose que moi et qui le sont peut-être aujourd'hui. Et je veux laisser un petit message par rapport à ça, parce que c'est très important. Mais c'était voulu justement à 19 ans. Alors je voulais absolument cet enfant. J'ai arrêté la pilule d'ailleurs. J'ai mis 6 mois à tomber enceinte. Donc c'était vraiment un enfant voulu, mais je ne savais pas que j'allais vivre tout ce qui se passe après l'accouchement, en fait. Parce que déjà, ma grossesse a été très compliquée à la fin. J'ai eu l'instinct maternel à 8 mois. Je ne sentais pas mon enfant. Je me suis inquiétée et j'ai demandé donc au père de mon fils de me déposer à la clinique après son travail. Donc, il me dépose à la clinique. On me fait un monitoring de 45 minutes. Je trouve que le temps est très, très long. Et donc, la sage-femme passe récupérer le monito. Donc, c'est un bout de papier avec... un schéma. Et donc, elle le prend, elle sort de la chambre et il y a mon gynéco qui passe au même moment, donc j'entends tout. Et le gynéco lui dit, on la garde en hospitalisation et surtout, vous lui faites une échographie. Donc, je reste dans la clinique la journée, j'attends. Rien ne se passe, je ne fais pas d'échographie, j'avais déjà fait une écho, donc je sais de quoi on parle. Et le soir, j'ai une sage-femme qui passe dans ma chambre et qui me refait un monito, donc de 30 minutes. Sauf que là, pas de bol, il y avait ma tante qui était là. Et ma tante a vécu un accouchement juste avant. Donc elle savait qu'est-ce qu'on était en train de faire et de quoi on parlait. Moi, je ne savais pas ce que c'était un monitoring réellement. Et donc la sage-femme passe, donc au bout de 30 minutes, et puis elle dit votre enfant il va super bien, vous allez pouvoir sortir demain. Ma tante rétorque en disant non, il ne va pas bien, son cœur s'est ralenti une dizaine de fois.
Elle répond non, non, tout va bien. Donc ça monte un peu dans les tours. Moi, je suffoque dans mon lit, je ne sais pas trop qu'est-ce qui se passe. Et il y a le médecin de garde qui passe et qui entend évidemment que ça parle fort. Et donc le médecin de garde, on lui explique la situation, il me dit « Ne vous inquiétez pas, demain matin, vous allez faire une échographie d'urgence et on va s'occuper de vous. » Très bien. La nuit, je ne dors pas, je suis en panique, je sens toujours pas mon enfant, je ne sais pas ce qui se passe. Bon, je vais à l'échographie, je suis avec ma mère le matin, je passe à 11h et l'échographe commence à changer de couleur. Ma mère voit qu'il y a quelque chose qui se passe qui n'est pas normal, et elle lui dit excusez-moi, il y a un problème, il ne répond pas. Moi, je rétorque la même question, il y a un problème, il ne répond pas. Sauf que ma mère ne laisse pas, encore une fois, la troisième réponse, la même. Elle le bouscule un petit peu et elle lui dit on aimerait bien savoir qu'est-ce qui se passe. Et de là, il lui dit écoutez, il reste que 3 cm de liquide amniotique, donc l'enfant est en souffrance fétale, c'est très grave. Donc de là, il me fait sortir, moi, je monte dans l'ascenseur et je lis ce qui a marqué sur l'échographie. Et je vois juste ce qui a marqué en bas, 2 kilos. Ça me paraît quand même petit pour... on a 8 mois de grossesse. Donc je donne l'échographie à la sage-femme qui était présente ce week-end-là de garde, qui n'était pas la même que la veille. Et elle me dit, c'était une Algérienne, elle me fait « Oh, Willy, il faut le sortir d'urgence, c'est une catastrophe, on est en train de le perdre. » Moi, j'ai 19 ans. Je ne sais pas ce qui se passe. C'est incroyable. Je vais dans ma chambre, un peu en panique. Donc j'appelle un peu tout le monde. J'ai une amie qui me dit tu veux que je te ramène quoi? Ramenez-moi des vêtements prématurés. Je vois pas d'autre chose. Donc je suis dans ma chambre, j'attends. On m'accouche que le lendemain. T'as fait une césarienne ou t'as fait un accouchement? Césarienne. Donc on me met. Je ne savais pas ce que c'était une césarienne. Moi, un peu bêta à 19 ans. Vous pouvez vérifier et me mettre un doigt pour voir si je suis pas ouverte. La dame elle me regarde, elle me dit non mais mademoiselle, on doit vous accoucher par césarienne. Je dis ok, mais qu'est-ce que c'est? On n'a pas le temps. Donc ils me mettent, drap bleu, panique, je ne sais pas ce qui se passe. Bon, on m'accouche. Pendant qu'on m'accouche, j'entends deux médecins qui disent dépêchez-vous. Il n'y a personne qui est avec moi. Ah oui, non, vraiment parce seul, que c'est un risque, personne. en fait. Donc moi, l'enfant, il sort, je ne le vois pas. On te le pose pas sur toi? Non, je ne vois rien du tout. On me monte dans la chambre. La seule chose que je sens, c'est que j'ai des agrafes sur moi. Je suis avec une dame à côté de moi qui a son enfant, qui a accouché normalement. Là, je suis en mode vraiment bad trip. Je ne sais pas ce qui se passe. Je vois mon fils sur une photo. Il a l'air d'être bien sur la photo. Mais en fin de compte, 1 heure après, je vois qu'on lui met une sonde gastrique. Je ne sais pas ce que c'est une sonde gastrique. Donc de là, on me dit, il a une œsophagite, donc infection de l'œsophage, parce qu'il n'était pas terminé. On m'avait fait des piqûres juste avant, justement, pour mûrir les poumons de mon fils. Je ne savais pas non plus ce que c'était. Bref, mon rêve d'accoucher avec, comme on voit dans les films, des copines qui attendent dans la chambre avec les gâteaux, les chocolats et les cadeaux. C'est pas du tout ce qui s'est passé. J'ai vécu un accouchement très particulier. Et à la suite de ça, donc on a vécu 1 mois à l'hôpital parce qu'il était sous couveuse. Et à la suite de ça, ça a été 5 ans d'hospitalisation, aller-retour, maison, parce que mon fils avait tout le temps des problèmes de santé. C'était gastro-entérite à répétition, donc c'était... il se déshydratait. Il était plus fragile. Voilà. Les personnes dans les hôpitaux, vu que je suis jeune, on me dit que c'est moi qui ne sais pas m'occuper de mon enfant, sachant que c'est pas le cas. Donc on te décrédibilise clairement, en fait. Tout le temps. Je suis tombée sur un médecin un jour. En fait, ce qui est marrant, mon fils il était suivi à Trousseau. Donc tous les mois, je venais en hospitalisation pour mon fils parce qu'il avait une gastro où il était constipé. C'était l'un ou l'autre. Et j'avais rencontré une infirmière qui était là, super sympathique, une jeune. D'ailleurs, je n'ai pas son prénom, mais si elle me reconnaît, je fais un petit coucou parce qu'elle était très gentille. Et dès que je venais à l'hôpital, je l'appelais pour qu'elle me réserve ma chambre. Parce que je savais que j'allais rester 15 jours minimum. Ah bah oui. Voilà. C'était l'hôtel, quoi. C'était l'hôtel. Et en fait, j'ai vécu 5 ans. Et le message, en fait, que je passais, parce qu'il y a énormément de choses à dire par rapport à ça, mais je sais que ça va prendre énormément de temps. Il y a beaucoup de jeunes femmes qui veulent des enfants, donc très jeunes, ou qui en veulent plus tard pour leur carrière, parce qu'elles veulent faire leur carrière. Je le comprends, que ce soit l'un ou l'autre. Moi, j'ai voulu un enfant jeune, parce que je pense que j'avais des manquements personnels de ma vie d'enfance, durant l'enfance. Donc j'ai voulu un enfant jeune avec une personne qui n'était pas du tout bon pour moi et bon pour un enfant parce que c'est un taré. Voilà, encore aujourd'hui, c'est une personne qui est un peu très manipulateur, narcissique et malsain. Donc j'ai eu évidemment entre-temps, pendant les hospitalisations, j'avais les tribunaux à gérer. Oh là là. Voilà. Donc j'ai eu beaucoup de choses à gérer, il fallait beaucoup de force. Moi, le conseil que j'ai à donner, parce que je veux vraiment véhiculer ce message aujourd'hui, en dehors de tout ça,
Parce que j'en ai jamais parlé sur mes réseaux. Personne n'est au courant vraiment que j'ai eu un enfant. Bon, on sait que j'ai eu un enfant jeune, parce qu'il a 14 ans et tout le monde le sait, et que j'en ai 34. Donc on sait bien qu'à 20 ans, j'ai accouché d'un enfant. Mais que, en fait, l'enfant, un accouchement, une grossesse, n'est pas comme on peut voir dans les films ou sur les réseaux sociaux. Ouais, oui. Voilà. Je pense que Jessica Chivna nous l'a prouvé à plusieurs reprises. Ouais. Voilà, Elle a c'est fait un bien beau travail parce qu'elle a partagé en fait tout son. Elle était allaitée dans un lit pendant des mois et des mois. Et elle le filmait et elle montrait que la vie, des fois, tu as beau avoir tout et en fait la santé de ton enfant est primordiale. Voilà. Et en fait, c'est surtout faire attention quand on décide de faire un enfant, parce que par la suite, bon déjà c'est toute sa vie, un enfant, c'est clair, je le sais maintenant, je l'ai bien compris, que tu signes un contrat à vie. Mais en fait, c'est surtout être prêt à avoir un enfant handicapé, un enfant malade, et arrêter toute sa vie pour cet enfant, le temps qu'on trouve des solutions. Parce qu'aujourd'hui, j'en suis là, mais cliniquement, mon fils, on ne lui a jamais rien trouvé. Donc ça a été 5 ans d'hôpitaux, d'hospitalisation, sans forcément trouver le réel problème. Grâce à Dieu, il n'a rien cliniquement. Mais en fait, avec l'âge, j'ai fait des recherches sur les réseaux, sur Internet, sur les réseaux, sur Google, et j'ai vu qu'il y avait d'autres solutions que le côté médical classique. Donc, l'acupuncture, kinésiologue, pas mal de chemins qu'on peut prendre et se guérir autrement. Donc, je l'ai aidé comme ça, mon fils. Il y a aussi des psychologues parce qu'il a été assez traumatisé. Et je continue à l'aider comme ça pour qu'il ait une trajectoire de vie la plus normale. Tu penses que le climat délétère avec ton ex-conjoint a favorisé le fait que ton enfant aussi soit malade Alors aujourd'hui, j'en suis sûre à 100%. Ouais. Parce qu'en fait, justement, en parlant avec des acupuncteurs, des kinésiologues, ils m'ont expliqué qu'au moment même où que tu veux féconder, au moment de l'acte sexuel, il y a l'ADN qui se marque, en fait, dans le fœtus. Et c'est sûr à 150% que l'enfant, que ce soit jeune, dans son adolescence, ou plus tard dans sa vie adulte, il aura des répercussions. C'est pour ça qu'on parle beaucoup de pervers, de narcissiques, des gens malsains, surtout chez les hommes, ça existe beaucoup chez les femmes. Mais quand on écoute leur histoire... Quand tu parles de pervers narcissiques chez les hommes, c'est ça, que ça existe plus chez les hommes que chez les femmes? En fait, c'est beaucoup plus... En tout cas, on en parle plus des hommes que des femmes. Moi, j'ai le droit de pas être d'accord aussi à ce que tu dis. Bien sûr, tu as le droit. Mais tu as le droit de dire ça, en fait. Mais pour moi, il y en a c'est dans les deux côtés. Je suis d'accord avec toi, c'est pour ça que je dis qu'il y en a aussi chez la femme, et je trouve que c'est encore plus moche chez la femme que chez l'homme. Parce que l'homme, on a limite l'habitude de le voir. C'est un peu dommage, hein. C'est ça, ouais. Je tiens à le dire. Parce qu'il y en a beaucoup chez la femme, et j'en ai connu, moi, en tant que copine, c'était complètement taré. Hein. Voilà. Ça se voit différemment, en fait. Ouais. Ça ne se marque pas de la même façon. Mais limite, chez l'homme, je dirais que c'est classique. Moi, ça me choque pas. Parce qu'en fait, on a l'habitude, nous, en tant que femmes, de faire un peu attention à l'homme. Bon, c'est conneries. Il va mentir, il va essayer de te manipuler pour obtenir ça. Bon, c'est un schéma classique. Mais chez la femme... c'est tellement pas classique parce qu'on ne l'entend pas forcément. Ça prend d'autres formes. Ça prend d'autres formes et c'est limite encore plus dégueulasse en fait. Je trouve ça encore plus dégueulasse. Insidieux. Tu parles du père, est-ce qu'il est entouré avec... Est-ce que ses amis sont proches de lui? Est-ce que ça va? Il souffre pas trop à l'école? Non, ça va? Après tout ce qu'il a vécu, c'est... Alors, mon fils, aujourd'hui, je l'ai changé. Donc, au mois de septembre, je l'ai changé d'école parce qu'il était dans le circuit public. Ouais. Okay. Faut savoir que mon fils, il a eu beaucoup de retard scolaire parce qu'il n'a pas fait il n'a pas fait la crèche, il n'a pas fait de maternelle. Donc en fait, nous, à notre niveau, on se dit, oui, la maternelle, c'est des couleurs, des formes, oui, non. mais c'est ça aide super quand même important. Puis, en dernière année de maternelle, ils apprennent déjà à écrire des lettres. Voilà, c'est super important. Et mon fils, il n'a pas eu cette trajectoire, donc il a eu beaucoup de retard, ne serait-ce en mathématiques, encore aujourd'hui. Et en fait, dans le cursus, malheureusement public, c'est des classes de 25, 30. Personne n'a le temps de s'occuper de qui que ce soit. Donc cette année, je l'ai mis dans une école hors contrat qui me coûte très cher, mais j'ai pas eu le choix pour qu'il passe au moins son brevet et j'espère qu'il va l'avoir pour essayer de rattraper parce que c'est une école, ils sont 13 dans la classe et ils ont beaucoup de soutien, ils ont même pas de sport, hein. C'est vraiment le sport, moi je l'ai inscrit en dehors de l'école, mais c'est vraiment école pour essayer de rattraper ses retards et ça va. Il a la moyenne et il tient le coup pour le moment. Donc ça c'est cool. Voilà. Beau message en tout cas aujourd'hui qui fait que tu passes. Belle histoire. Voilà. Donc Sylvain, comment enchaîner avec ça donc, c'est un peu dur là parce que c'est de l'émotion. C'est le générique.
Ok, enchaînons avec toi, Sylvain, après donc ce message, cette histoire hein, donc de Malika. Tout à fait. Rapidos, on parle de quoi avec toi? On va parler du Titanic. Ah oui, c'est vrai. Vous connaissez le Titanic, le bateau, là, le paquebot Ah qui a bah coulé oui. au bout d'une journée. Hein. Oui, il a coulé au bout d'une journée. D'ailleurs, quel était le dernier port du Titanic? Le Port-Royal. C'était en Normandie. Ouais, mais où? Ah non, c'est pas À Calais. Caen. C'est Calais. Non. À quand? Non, c'est une radio. J'ai travaillé en plus juste à côté de À l'embarque- Rennes. de- À Saint-Brieuc. Est-ce que Rennes, c'est. Saint-Nazaire. C'est vrai que vous n'êtes pas cultivé, j'avais oublié. Bon, c'est Cherbourg, hein, donc. Ah. Ah oui. En plus, il est repassé il y a pas longtemps et ils l'ont dit. bah Le oui. Titanic? Ouais. Bah, Il j'en a- ai en parlé. Ah merde. Ah, Mais je comprends pas, il a pas coulé. Alors, le Titanic, en fait, merci de squeezer ma chronique. Hein. Donc, le Titanic fête ses 25 ans. Le film fête ses 25 ans aujourd'hui. Et vous savez, en 25 ans, combien de fois il a été diffusé sur TF1? Oui. Combien de fois, à votre avis? 40 fois. En 25 ans, combien de En fois? 25 ans. Ouais, au moins une fois par an. Non, quand même. Beaucoup plus. Beaucoup plus? Ouais. Non, plus 100 qu'une fois fois. par an. T'as dit quoi? En 25 ans, 100 fois. 80. 102. Ah, j'étais prêt. Mais il passe 102 souvent. Hein. fois. Mais c'est Ouais. énorme, ça fait au moins Mais 6 tu sais fois. que je me rappelle les fois où il est passé, je sais qu'il est passé en Et- 2012. À chaque Ça fait 102 fois Il est que passé pendant le confinement, c'est sûr. Ouais. Il est repassé, donc oui, tu l'as dit récemment. Mais ça fait 102 fois que le Titanic, le film Titanic, bien sûr, passe sur TF1. Alors, il a quand même été, ce film, récompensé par 11 Oscars. Il y a quand même eu 21,8 millions de spectateurs qui sont allés le voir au cinéma en 98. Et Quelle année pourquoi est-ce que je vous parle de ça? Eh bien, parce qu'il a quand même été diffusé 102 fois sur TF1 et ils vont le ressortir au cinéma Ah ouais? le 8 février. Mais non! Mais si! Super. Bah, si je te le dis, bah, c'est que c'est vrai. Titanic! Ah Bah ouais! oui, Trop Titanic. bien. Il va ressortir au cinéma le 8 février prochain en version 4K HDR. Donc c'est voilà pour les. Oh. Ah, on va voilà. aller le voir. Hein. Bah, Vous grave. irez le voir. Et je vous dis ça parce qu'en 2012, il a été aussi ressorti en version 3D. Et en 2017, le film a fêté ses 20 ans. Alors moi, vous savez quoi? Je vais faire comme Leonardo DiCaprio. Je vais faire Every night in my dreams, I see you, I feel you. Oups, oula. Ah bah justement, t'as coulé. Il a coulé. Attends. Voilà, Sylvain a coulé et du coup, bah là, on peut accueillir Cristal, là, du coup. Eh ben bonjour Cristal. Bonjour. Cristal Casting Ah, sur quel Instagram. accueil. J'adore. Ah ouais. Donc toi, tu es casteuse, t'es également chroniqueuse, tu fais plein de choses, hein, je voyais. Hein. Bah, je suis surtout directrice de casting. Et Ouais. à côté, je m'amuse, on va dire. D'accord, ah oui. Voilà. Alors, comment t'es arrivée justement dans ce monde pour diriger des castings En tant que directrice de casting, Ouais. bah, en fait, à l'époque, j'étais chorégraphe et danseuse pour Magic System. Et à côté, j'adorais partager Ah oui. mes plans. Donc, dès qu'en fait, on me proposait pour faire une émission, un film ou autre, j'invitais toujours des gens avec moi. Et un jour, ou même des clips vidéo. Et un jour, j'ai Coolchen du groupe NTM qui m'appelle, qui me propose de venir au clip. Je lui dis, je peux inviter d'autres personnes. Finalement, j'invite une centaine de personnes. Oh. Là, une boîte de production qui s'appelait Focal Production m'a proposé de devenir directrice de casting pour eux. Puis après, ça a été également des boîtes de production de films. 2 ans plus tard, j'ai monté ma boîte et je suis devenue directrice de casting. Et j'ai décidé de monter une agence qui était ouverte à la diversité. Puisque pourquoi on faisait tout le temps appel à moi, les directeurs de casting? C'est parce qu'il y avait un problème de diversité, c'est qu'ils ne prenaient pas en avance des personnes on va dire, peut-être de toute origine, ou également peut-être des personnes en situation de handicap ou autre. C'était uniquement à la demande. Sauf que moi, ce fichier-là, je l'avais déjà. Et donc, quand j'ai monté mon agence, ça a marché tout de suite parce que j'avais déjà un énorme fichier. Wow. Donc voilà. Voilà la petite histoire en rapide. Ah ouais, c'est quand même. Ouais, parce que après, pour être dans le cast, il faut avoir énormément de réseau, forcément. Ah oui, c'est le réseau. C'est le Énormément, parce que du bagou et du réseau, quoi. Enfin, c'est plus que dans d'autres. Du tafs. relationnel. Du et relationnel, ouais. réseau. Ouais. Et toi, tu fais donc un peu tout, tu fais de la télé-réalité, du film aussi, je voyais. Voilà, en fait, moi, j'ai commencé par les clips vidéo. Ouais. Après, j'ai enchaîné par les films. Mais en fait, pour les films, je ne faisais pas les premiers rôles. Sauf là, maintenant, je commence vraiment à faire des rôles. C'était plus de la figuration ou des silhouettes. J'ai continué après sur tout ce qui était publicité, donc des grosses publicités pour L'Oréal et autres, donc des pubs à gros budget. Et après, j'ai enchaîné sur la télé-réalité. Ah oui. Sur plusieurs émissions. Et maintenant, je continue un peu. Tu fais un peu de tout, quoi. Voilà, maintenant, oui. En fait, j'ai pas voulu me cibler sur une catégorie, puisque tout le monde me disait non, quand tu es directeur de casting, tu ne peux faire qu'une chose. J'ai dit, ça, c'est vous. Bah, Moi, je serais différente. De toute manière, en France, on aime bien mettre les gens dans des Ah oui, cases. oui. et on ouais, peut pas Parce faire que c'est vrai que c'est grand-chose. pas différent. On ne recrute pas de la même façon quelqu'un sur un clip que c'est dans une télé-réalité, forcément. Voilà, totalement. C'est pour moi, en fait, c'est la même chose, c'est du casting.
Donc, c'est rechercher le profil selon un brief. Donc, que ça soit pour une pub, un clip, un film ou une émission de télé-réalité, c'est la même chose. Ouais. Donc après, il y en a qui sont uniquement dans certaines catégories. C'est eux, moi, j'ai pas voulu et on me fait confiance. Et toi, tu vas à la recherche toi-même de profils un peu atypiques ou différents? Oui. Ou alors c'est des gens qui viennent à toi? Ah non, c'est moi qui recherche constamment. D'accord. Après, il y a des personnes également qui viennent à moi, puisque après, bon, ça fait presque 10 ans quand même, non, plus de 10 ans maintenant. En fait, donc les personnes viennent forcément pour m'envoyer leur candidature, que je réceptionne, que je classe. Mais généralement, en fait, je recherche toujours, comme là, je fais une émission qui s'appelle Gamologie. Et en fait, on me demande des profils complètement atypiques. C'est des champions de MMA, des prêtres exorcistes, des... Mais comment tu trouves un prêtre exorciste? Même des pompiers, des choses. Bah, alors non. Tu fouines sur Google? Alors en fait, non, il y a tout. Je recherche un prêtre exorciste. Non, en fait, en gros, le diocèse. Ah oui. Donc après, en fait... Ah oui, tu vas dans les églises. J'aimerais bien voir son feed, tu sais, d'actualité. En fonction de ce qu'elle recherche sur Google, quoi. Ah non, mais vraiment, c'est vraiment très très large. Et à chaque fois, c'est ça que j'adore avec le casting. C'est toujours une nouvelle aventure. C'est quelque chose de nouveau. Et comme pour Secret Story, à l'époque, quand je bossais pour Secret Story, la même chose. Fallait pas dire que c'était pour Secret, mais tu avais des profils complètement atypiques à trouver. Et c'est ça que j'adore. Ah oui, tu dis pas forcément de quelle émission c'est quand tu fais des casts, c'est ça en fait. On non, sait pas, on me le dit pas. On me dit pas dès le départ, non. Ouais, surtout pour Secret Story. Tu leur dis c'est une télé-réalité, mais après. Non, alors une télé, une série. Non, une Secret Story. Je leur disais que je recherchais. Pour une interview ou autre, par exemple quelqu'un né sous X ou des choses comme ça. On appelait les hôpitaux ou autre et à la fin on leur disait que c'était pour une émission de télé-réalité. Parce que sinon, en fait, ils connaissent les secrets entre eux. Bah oui. On a qu'à me suivre, on connaît tous les secrets. Ah ouais, c'est pas mal. Ah ouais, mais ça veut dire qu'aujourd'hui, une directrice de casting, elle peut appeler des hôpitaux, pour trouver par exemple, c'est fou. Non. Ah bah tout à fait. T'es enquêtrice un peu en fait. Mais c'est exactement ça. Non mais c'est vrai. C'est exactement ça. Après, quand tu dois trouver des personnes célibataires, tu vas sur des sites de rencontres. Tu te mets toi en célibataire? Mais oui. Et tu cherches. T'imagines, tu me plais? Oui, alors moi je suis directrice de casting, je m'en fous. Mais c'est ça. C'est un bon plan. C'est ça. Non, mais c'est pour le boulot. Je suis sur Tinder. Exactement. C'est ça. Mais c'est bien, mais oui, mais les émissions ça t'intéresse pas, hein. C'est quoi les rencontres les plus folles que tu as pu faire dans le casting des gens un peu Alors les rencontres les plus folles que j'ai pu faire, c'est vraiment en fait il y a tout ce qui est vraiment profil atypique, mais surtout des personnes que tu prends au départ et en fait qui s'envolent, comme Jessica Herrero. Oui, voilà. Ah oui. C'est toi qui l'as à la base qui l'a casté. Et elle en fait elle m'a contactée sur Facebook. Parce qu'elle avait fait quoi? C'était pour les Marseillais à la base? Ouais, elle a fait les Marseillais. Après, je l'ai mise parce que je travaillais pour les Marseillais. Après, j'ai été directrice de casting pour Moundir et les apprentis aventuriers. Donc après, je l'ai mise sur Moundir. Après, elle s'est arrêtée. Et là, en fait, maintenant, elle a repris. Elle continue. Elle fait des films. Elle fait énormément de choses. Et voilà. Après, il y a eu d'autres personnes comme là. Après, je ne peux pas dire non parce que vous le verrez très prochainement, que j'ai pu mettre dans un des premiers rôles du prochain Banlieusard de Kerry James. Ah oui. Qui jouera la femme de Kerry James. Et pour elle aussi, c'est... quand on verra sa femme, on pensera à toi. Ah oui, voilà. Mais quelle satisfaction quand tu te dis que c'est grâce à moi que ce film, que cette personne incarne ce rôle. Enfin, ça doit être... C'est encore mieux que l'argent, je te le dis. Hein. Ah ouais. Et ces gens, ils restent encore en contact avec toi? C'est eux qui reviennent vers toi pour te remercier, par exemple? Oui, alors la majorité, en fait, il y a des ingrats partout, c'est ça. Mais... Non, il n'y a pas vraiment des ingrats. Non, non, parce qu'en fait, ils sont reconnaissants un minimum. Après, il y a ceux avec qui on va vraiment créer un lien. Et ça devient après donc des potes, des copines ou autres, ou ça peut même être plus des amis. Et d'autres, en fait, c'est plus des relations professionnelles. Mais oui, non, moi, vraiment, la satisfaction, c'est quand je vois une personne que elle s'envole et je suis trop heureuse. Ou par exemple, une production qui me dit on est trop content du casting, merci. Et voilà, puisqu'après, je travaille aussi pour Mairie de Paris, j'ai travaillé également pour l'Élysée, c'est vraiment tellement large. Ou quand on t'appelle à l'étranger pour travailler en Chine, non, franchement, le casting, c'est génial. Plus belle expérience aujourd'hui que de recrutement que tu as eu pour, je sais pas si c'est pour un film ou pour un... Alors, ma plus belle expérience, j'ai adoré. C'était pour le FIMA, c'est le Festival international de la mode africaine. Ah oui. Et en fait, je suis partie au Niger, j'avais jamais été, et j'ai dû faire un casting de toutes les plus belles femmes africaines. Wow. Et en fait, pour faire un grand défilé, il y avait Jean-Paul Gaultier, et là, en fait, tu regardes le défilé, et tu te dis... mais waouh, c'est moi qui ai fait ça. Ah bah ouais, c'est toi qui les as sélectionnés. C'est juste ça, ouais, totalement. Et ça t'est déjà arrivé l'inverse, c'est-à-dire de passer à côté de quelqu'un, de te dire je l'ai pas pris et quelqu'un d'autre s'en est chargé? Bien sûr. En fait, après,
peut-être plus, on va dire, sur les émissions télé-réalité. C'est-à-dire que la production n'était pas intéressée par ce profil. Donc on insiste, ils n'en veulent pas. Et en fait, quelqu'un d'autre va le proposer peut-être sur une autre émission. Et la personne va cartonner. Et la personne va cartonner. C'est rageant, ça. Mais en fait, on se rend pas compte, mais le casting, c'est quand même hyper important dans une émission, parce que c'est ce qui va créer le contenu par la suite. Par exemple, une personne qui a cartonné en fait et qu'on ne voulait pas du tout, mais par contre, elle, j'ai fait des pieds et des mains, j'ai insisté, c'était Alia Chergui. Alia Chergui, quand je l'ai proposée, en fait, on ne voulait même pas la rencontrer, alors que je la proposais en photo et je l'ai fait venir de force. C'est-à-dire que même elle ne voulait pas. Mais pour moi, je savais, je la voyais dans cette émission, je la voyais dans Secret Story. Elle n'avait pas de secret encore. Et c'est lors du casting qu'en fait, elle me dit bah ouais, moi j'ai rien fait. Peut-être oui, j'ai eu des titres de boxe. Et là, j'ai dit bah voilà, c'est ça le secret. Et en fait, finalement, elle a la carrière qu'elle a eue. En tout cas, c'est beau. C'est très beau, on rappelle. Donc, c'est Merci Crystal Casting. C'est donc ton. Non, c'est Crystal Casting. Crystal Casting, du coup, ce que je voyais sur Insta. Donc, oui, c'est Crystal Casting. Donc, voilà. Donc, et tu as une équipe autour de toi, en fait. Oui, tout à fait. J'ai une petite équipe. On n'est pas énorme, mais voilà, et en fait, en gros, et je pense qu'en petite équipe, on fonctionne beaucoup plus et beaucoup mieux parce qu'on n'est que des passionnés. Moi, je suis toujours aussi passionnée de mon métier et j'adore les gens, tout simplement, et j'adore connaître leur histoire. Et c'est pour ça qu'en fait, je me suis retrouvée avec énormément de contacts. Et justement, on va dessus, et puis si on entend parler de personnes, on les envoie vers toi. T'as du talent. Ou même si t'as des offres, peut-être j'irai participer carrément à tes castings et tu me verras peut-être dans un film. Carrément. Question, c'est quoi ton critère, comme tu expliquais, tu as vu Alia et tout de suite ça t'a percuté, tu t'es dit cette personne-là, je dois l'avoir, sachant que tu la connaissais pas, tu as vu peut-être juste ses photos. Non, en fait, je l'ai croisée dans les toilettes de la Cité du Cinéma. Ah oui. Voilà. J'ai entendu son rire, tu vois. J'ai entendu son rire et elle m'a plu. Mais non. Avant de la voir, ouais. Et c'est quoi tes critères, en fait, quand tu recherches pour une télé-réalité, par exemple, c'est quoi tes critères de base? Alors, en fait, moi, je peux pas avoir de critères. Les critères, ce sont la production. C'est-à-dire que la production te fait un brief. Que ça soit pour les Marseillais, pour les Princes de l'amour, pour la France a un incroyable talent, pour toutes les émissions pour lesquelles j'ai travaillé, ou surtout pour Secret. En fait, il y a un brief et tu dois t'adapter au brief, à ce que recherche la production et pas par rapport à toi. Moi, je sais que pour Alia, je la voyais. Pour moi, quand je l'ai vue, je me suis dit, je la vois dans Secret, mais j'ai besoin de savoir si elle a un secret. Mais je la voyais dans l'émission. C'est par rapport à tous les briefs qu'on me donne. Voilà, c'est ça. Mais généralement, on me dit, voilà, on recherche tel profil, il faut que tel caractère, il faut... On me le dit en fait. Après, il y a des personnes pour moi qui correspondraient totalement, mais je ne vais pas les proposer parce que ce n'est pas dans le brief de la production. Et dans ce cas, si tu apportes quelque chose qui ne correspond pas, mais qui te plaît à toi, tu passes pour un mauvais casteur. Ah oui. Sûr. Ah complètement. Et puis sinon, toi, t'es de quelle humeur? Est-ce que t'es d'humeur casteuse aujourd'hui? Aujourd'hui, je suis d'humeur casteuse si vous voulez, mais c'est pas ce que j'ai préparé, donc je vais pas dire ça. Je suis d'humeur féline. Ah oui. Rassurez-vous, je ne vais pas vous faire un live toute griffe dehors à la Affida Turner, tout simplement parce que mon body en latex est au sale. Ni sortir mes petites oreilles de cosplay parce que ça tombe mal, je me suis épilé la moustache avant-hier. Il n'empêche que l'un de mes fantasmes enfouis, c'est d'être un chat. Quelle vie de rêve! Tu dors, tu manges, tu te lèches. Ah oui. Reconnaissez que si tout le monde s'appliquait à bien faire ces trois choses, l'humanité serait quand même un petit peu plus détendue du string. En revanche, on rencontrerait peut-être des problèmes avec le côté solitaire du chat. Lui, il fait ce qu'il veut quand il veut, puis t'as pas intérêt à le faire chier, parce que alors là, il te dégaine une droite à griffe dont ta peau risque de te souvenir pendant un moment si t'as pas de mercurochrome sous la main. Et en même temps, c'est génial. Imagine, nous, dans la vie. T'es dans la rue, quelqu'un te bouscule, au lieu de sortir le qui ne sert absolument à rien, sinon à bougonner dans ton coin pendant 20 minutes, à la place, bim, lacération du visage. D'ailleurs, selon moi, les manucures d'aujourd'hui sont clairement étudiées à ces fins. Mais après, on reste des êtres humains. Donc, en essuyant le sang sous nos ongles, on explique. Fallait pas me pousser aussi. Oui, mais pardon, je suis désolée, c'est parce que je cherche ma maman. Ah merde, orphelin et dévisagé, ça va être compliqué pour ton adoption maintenant. Enfin bref, pour en revenir à la genèse de cette humeur, c'est en caressant ma vieille chatte obèse étalée sur mon canapé que je me suis imaginée en elle. Alors vous avez l'esprit très mal tourné, j'ai vraiment une chatte de 7 ans qui pèse 6 kilos. Non mais on n'a pas... Non, qui perd ses poils et qui est très demandeuse. Tu parles du chat, tu parles de ça. Je parle de ma chatte, oui. Oui. Bref, je la regardais
Et je me Ouais. disais, c'est quand même simple la vie pour elle. Tu vois, un pull bien chaud, une boîte de Sheba, et hop, en avant la ronronnade. Du coup, j'ai enfilé un cachemire, j'ai ouvert du foie gras, et je me suis félicitée d'être une meuf aussi simple en posant le point final de cette chronique. Ça, tac là, un mif. Faut bien le personnel. Il a du personnel aussi, le chat. Il a Ouais. du personnel. Oui, totalement. effectivement. Il a du personnel. Bravo. Bravo Eugénie. Hein. Donc Malika et Crystal, on est arrivé dans les arts et de jeux du Street Show et c'est l'heure du Final Game. Oui, donc Eugénie est reparti, Sylvain est revenu. Alors Sylvain, rapidement. Bah, on va faire un jeu sur les mots qu'on emploie sur les réseaux sociaux, tout simplement. Oui. Si je vous dis, alors, que désigne le mot timeline? T-I-M-E. Ah oui. Est-ce le fil d'actualité de Twitter, le nombre de temps qu'on passe sur Instagram ou le nombre de temps qu'on passe sur les réseaux sociaux par jour? Le nombre de temps qu'on passe sur les réseaux sociaux par Ouais, jour. le nombre de. Timeline. Ouais, moi aussi, j'aurais dit ça, le nombre de Ouais, temps qu'on réseaux passe, sociaux, sur ouais. les Moi, j'aurais réseaux dit 2. C'est quoi? Tout le monde a faux. C'est le fil d'actualité sur Twitter. La timeline ou le fil Ah d'actualité oui. regroupe l'ensemble des messages postés par les personnes que vous suivez sur Twitter. Ah, c'est Tout notre simplement. fil d'actualité sur Twitter. Ouais. C'est ça. D'accord. Si, par exemple, bon, celui-là il est facile. Si je vous dis le mot troll, ça vous fait référence à quoi? À une personne bienveillante, à une personne qui pirate vos comptes Facebook ou à une personne qui cherche la polémique sur les réseaux sociaux? Bah, Polémique. Une personne qui regarde notre non, compte. c'est pirate, qui pirate, non. C'est les La petits bonhommes. polémique. Il a raison. Ah, Non, ça c'est scroll. Ah Scroller. oui, C'est pas oui. Mais t'as raison, ouais. Et un polémique, petit- un Et un petit troll. dernier pour la route, que veut le dire stalker quelqu'un? S-T-A-L-K-E-R. Stalk. Espionner. Stalker, voilà. Non, bon, j'ai pas besoin de le Ok. dire. Les filles, elles connaissent bien. Espionner. C'est espionner. Spy. Il y avait discuté en Stalker, ligne ouais. avec quelqu'un via un chat, mais effectivement, C'est c'est espionner. espionner. Ah, là, la je personne suis en sur train les réseaux de- sociaux. Mais je pense que c'est le travail aussi de Cristal de toujours stalker les gens. Et elle pour ça savait que même ce mot-là- pas- elle savait même pas ce que ça voulait dire. Ah si, j'ai même dit, j'ai même repris, j'ai Ouais, dit c'est ça. stalker. Bah si, Stalker. tu rigoles, elle a dit stalk, elle a dit stalk. Voilà, par exemple, je suis en train de stalker Malika Lili, hein, c'est moi. donc l'Instagram, ton Instagram. Merci en tout cas, Crystal Casting et plaisir. puis Malika d'être venue dans le Street Show. On continue à vous suivre, les streeters. Bah, c'était sympa également de vous avoir. Et puis vous, bah, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode du Street Show. Ciao, ciao.